So, good morning again. I am Bien, bonjour à tous de nouveau. Je suis Emmanuel Notari de l'œil gay du réseau Anima et ici pour vous accueillir aujourd'hui avec nos partenaires d'Arec Vision et Green Growth Project, avec les membres ACHO, le développement de Catalogne et l'Agence pour le développement de l'Égypte et ES Grèce, qui sont nos panélistes aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, nous avons des amis connectés. Ce webinaire fait partie d'une série de rencontres mensuelles que nous avons commencé il y a 1 an et demi pour parler des opportunités de développement durable des pays et pour voir comment se préparer à la reprise après la crise sanitaire mondiale. Donc, tous les mois, nous invitons 3 experts à parler d'arguments d'intérêt commun et pour qu'ils puissent donner leur perspective pour le futur. Aujourd'hui, la discussion sera autour des investissements sur l'économie verte, qui est l'un des challenges principaux. Quelles sont les opportunités pour inviter les entreprises à investir dans les différents pays et quelles sont les opportunités de développement dans le cadre de cette économie verte? Nous organisons ce séminaire comme part d'une initiative financée par l'Union européenne pour le partage de connaissances qui s'appelle le Green Growth Project. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et merci beaucoup à nos panélistes qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Quelques infos pratiques avant. Le webinaire est traduit en français et en anglais. Donc, si vous voulez écouter la traduction française, vous pouvez utiliser la touche sur la partie basse à droite de votre écran. C'est en forme de monde. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc le partager avec vos collègues qui n'ont pas eu l'occasion de participer. Vous le trouverez sur notre site web et sur la chaîne YouTube du réseau. Je vous prie, si vous ne parlez pas, éteindre votre micro de façon à ce que l'on puisse bien entendre les panélistes. Si vous voulez poser des questions, je vous invite à utiliser la chat box tout au long du webinaire et vos questions seront transmises aux panélistes. Donc aujourd'hui, nous avons quatre panélistes. Zoé Luçon, qui est un expert senior au réseau d'investissement Anima, spécialisé dans les investissements durables. Roger Costa, qui est manager des promotions à l'agence de commerce et investissement de la Catalogne. Ahmed Zoher, je ne suis pas sûr qu'il pourra interagir avec vous aujourd'hui, mais on a une vidéo de sa part. Il est directeur de la promotion et de l'investissement extérieur pour l'autorité, la GAFI. Et ensuite, Christine Deligiani Dimitrakou, c'est la fondatrice de ES Greece, une newsletter sur les investissements en critères environnementaux, sociaux et gouvernance. Et elle nous donnera son avis sur l'impact des entreprises et spécialement comment nous pouvons financer les projets. J'aimerais également vous informer que si vous avez besoin d'implémenter des stratégies dans vos organisations, Anima, grâce à notre projet qui s'appelle EPSOMED, peut vous proposer une subvention
à hauteur de 80% des coûts pour des missions à court terme. Cela veut dire qu'on peut vous donner cette subvention pour pouvoir voyager, pour rencontrer l'un des panélistes d'aujourd'hui, par exemple, pour s'assurer d'une collaboration avec cette personne, mais également payer le temps du panéliste ou de l'expert avec lequel vous avez besoin de parler. Vous pouvons donc nous aider avec cet instrument de subvention. Ensuite, vous pouvez revoir toutes les présentations de ce webinaire sur notre site web Anima .coop comme coopération. Vous allez dans la session Good Practice et vous avez tous les enregistrements de tous les panélistes depuis le début de cette série de webinaires. 188 pays ainsi que l'Union européenne ont ratifié les investissements dans l'économie verte pour développer de nouveaux secteurs et pour développer l'économie qui aille dans le sens de la protection de l'environnement. Donc, beaucoup de mouvements dans ce domaine pour minimiser les impacts du changement climatique. Ce webinaire est le deuxième sur ce sujet et ici, nous essayons de comprendre les challenges et comme ceux-ci liés au changement climatique ont changé la panoramique, l'environnement des investissements. Nous essayons également de comprendre quoi faire après la pandémie de COVID-19 qui est évidemment, elle est allée changer le panorama et nous verrons aujourd'hui les nouvelles stratégies dans lesquelles les pays se sont engagés. Nous allons également voir comment ces projets peuvent être aidés et facilités. Sans autre transition, je voudrais passer la parole à Zoé Luçon, notre expert de Anima, pour qu'elle vous présente un peu quelques idées cadres et également comme les agences ont réagi et sont en train de supporter les investissements verts actuellement. Donc, Zoé, tu as la parole. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel. Je suis vraiment contente d'être part de ce webinaire aujourd'hui. Et en premier lieu, je voudrais me concentrer sur l'impact des changements climatiques et également de la pandémie de COVID-19 sur l'investissement vert et comme ceci ouvre vraiment une série d'opportunités pour supporter la croissance verte. Et ensuite, je me concentrerai sur deux exemples de stratégies macroéconomiques pour vous montrer ces investissements. Donc, en premier lieu, le changement climatique. Emmanuel, vous avez parlé de la réduction des objectifs de réduction d'émissions qui ont été adoptés dans tout le monde et par conséquent en Europe également, avec l'adoption du Green Deal, nous voulons réduire les émissions de 45% d'ici 2030. Nous n'y sommes pas encore, mais voici donc la stratégie, le plan. Et dans la Méditerranéenne, nous avons également des objectifs qui répondent aux rencontres de Paris sur la diminution des émissions. Évidemment, cela représente une opportunité pour commencer à investir dans l'économie verte. Nous, à Anima, nous tenons compte, nous faisons le suivi des investissements et nous avons vu un intérêt croissant pour tous les secteurs, entre guillemets, verts
par exemple les énergies renouvelables, l'agri-food et le transport et la logistique, la mobilité en gros, entre autres. Évidemment, la pandémie de COVID-19 rajoute des difficultés ultérieures au support de l'économie verte et également le fait que la chaîne de valeur se raccourcit. Je voudrais parler d'abord d'une augmentation de la connaissance, pas seulement pour les entreprises, mais directement par le gouvernement et les citoyens sur la dépendance des produits de l'Asie, le risque de disruption de l'approvisionnement et donc un changement sur les décisions prises par les entreprises et le coût environnemental de cette production. Nous voyons également une très grande accélération des changements en tout ce qui est règlement pour l'environnement. Donc, tout ceci est discuté dans un article qui sera présenté par le Centre d'intégration dans la Méditerranée bientôt. Cela est écrit de Patricia et Michael, deux chercheurs qui sont également engagés dans l'initiative Zenex Society, une initiative dont je parlerai plus tard. Et dans ce papier, il raconte qu'il y a des pays qui ont vraiment un intérêt et un avantage à répondre à tous ces changements parce qu'ils sont dans une position géographique de proximité à l'Europe, mais également ils sont en position favorable par rapport aux coûts de production et aux coûts de main-d'œuvre. Cela représente des opportunités pour supporter le développement de l'investissement vert et également pour rebalancer les partenariats commerciaux à travers l'Europe. Je vous parlerai de deux exemples de stratégies qui peuvent être implémentées par les agences. En premier lieu, je voudrais dire que de parler des modes de production qui se mettent au vert. Les entreprises peuvent réduire leur consommation d'énergie et d'autres ressources et très souvent avec un retour sur l'investissement très rapide. Vous voyez un exemple, vous envoyez un exemple ici de la chaîne de valeur verte. C'est un projet fait au Maroc, un partenariat avec des banques marocaines. Les petites et moyennes entreprises qui investissent dans des équipements à haut rendement peuvent recevoir un support technique, mais également une subvention, un investissement à hauteur de 90 millions. Donc, à travers ceci, ils peuvent diversifier leurs instruments financiers, mais non seulement, on peut également promouvoir des politiques vertes et donner du support direct dans les agences et entreprises qui souhaitent investir dans l'économie verte. Le deuxième exemple, que je voudrais mettre en évidence, c'est le support à l'innovation verte. Pour ce faire, je voudrais partager la perception, l'expérience de Anima avec Next Society. Nous avons aidé à supporter le développement vert dans 7 pays à travers la Méditerranée. Et ce projet est supporté par la Commission européenne. Vous pouvez voir ici sur cette slide des chiffres sur l'impact de cette initiative et j'aimerais souligner spécialement la partie des startups que nous avons aidées et qui travaillent dans les secteurs verts. Vous pouvez voir que plus de la moitié d'entre elles ont développé des solutions qui ont à voir avec les ODD comme
comme éliminer la famine et développer des énergies vertes et renouvelables. Je voudrais vous montrer 3 exemples de startups qui, vous voyez ici, ont contribué à la transition verte. La première est Seagreen au Liban. Et en dépit de la situation très difficile au Liban, cette start-up a pu recueillir des investissements pour transformer les déchets, les eaux usées en fertilisants locaux qui répondent aux lignes guides de la FAO. Le deuxième exemple est Achias en Jordanie, qui développe un système de traitement des eaux usées à basse technologie, à bas coût et une solution très intéressante pour le traitement des eaux usées. Et ensuite, je voudrais faire mention d'un dernier exemple dans la mobilité et le transport, Cloudfreight, qui est basé au Maroc et aujourd'hui en France également. Ils ont développé une plateforme digitale pour pouvoir connecter en Europe et en Afrique les camions, les transports avec les plateformes de fret pour réduire les émissions et les voyages inutiles. Vous voyez donc qu'il y a des opportunités clés pour la croissance verte. Nous pensons donc que c'est une stratégie très importante pour les agences de supporter l'innovation verte. Donc, quelles sont les leçons que nous avons apprises de The Next Society? En premier lieu, nous avons vu quels sont les programmes les plus efficaces pour supporter les startups. Les programmes d'accélération sont vraiment efficaces. Il devrait y avoir des bootcamps, mais également du mentoring et des missions soft landing à l'international. Et avec le Next Society, nous avons créé un booster qui est un programme qui est basé à Lyon en France et à Boston. Et avec nos partenaires et spécialement la startup au Maroc, nous avons fait un projet au Maroc et c'est un projet qui a un grand impact et qui montre l'impact que ce genre de projet peut avoir sur les startups. La deuxième leçon est l'importance du transfert technologique et de l'innovation ouverte. Nous aidons vraiment le transfert technologique parce que c'est un des drivers principaux de l'innovation verte. Nous avons donc créé un programme spécifique pour identifier les chercheurs qui transforment des idées scientifiques en business, en start-up. Et ensuite, la question de l'accès aux finances, il est vraiment très important de s'ouvrir à l'international. Ce que nous avons vu, c'est que quand les startups dans la Méditerranée sont prêtes à l'investissement, il y a encore beaucoup de challenges. Par exemple, ils n'ont pas d'informations pertinentes, ils n'ont pas de support légal, juridique. Et nous voyons également que les organisations de support du business comme les clusters ou les accélérateurs et les incubateurs n'ont pas toujours les capacités nécessaires et le savoir-faire financier nécessaire pour ouvrir les startups à l'étranger. Donc, que devrait être le rôle des agences
aider la croissance verte. Alors évidemment, ils peuvent aider les startups, mais elles devraient également promouvoir une value chain, une chaîne de valeur plus intégrée pour les produits financiers. Vous voyez ici sur ce slide un exemple de mapping qui a été fait par DTI France, qui est la banque publique pour l'innovation en France. Et vous voyez ici que les projets financiers sont différents à chaque étape du progrès d'un projet. Et pour finir, euh, il faudrait, les agences devraient aider les startups et les investisseurs à construire un environnement favorable aux startups et à faire le lien entre les différents partenaires et les différentes parties prenantes. Je voudrais conclure avec quelques paroles sur notre stratégie globale macroéconomique. Nous devons vraiment changer, mais les objectifs ne sont pas les mêmes pour l'Europe et pour les pays sur la Méditerranée. En Europe, probablement, nous avons une grande responsabilité pour devenir la première région qui adopte une stratégie pour réduire les émissions et la consommation d'énergie. Vous voyez ici sur la slide, mais la relation n'est pas claire entre croissance économique et réduction des émissions et de la dépense énergétique. Le problème est que même si l'innovation est une partie importante de la solution, l'innovation ne se produit pas assez rapidement. Donc, nous devons vraiment reconsidérer nos objectifs et probablement développer des stratégies qui fassent un focus sur la réduction de l'énergie. Euh, pour la Méditerranéenne, ce n'est pas une option réduire la consommation d'énergie. En dépit de cela, nous devons quand même le faire, mais plutôt de se concentrer sur le développement d'économies à l'exportation et qui ne sont pas alignées aux ODD. Nous devrons vraiment faire un focus sur les besoins nationaux, sur les ODD et modifier nos ressources et notre capacité de production vers les infrastructures, l'éducation, la formation et ainsi de suite. Merci beaucoup, Zoé, pour cette information très intéressante. Si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main ou vous pouvez écrire dans le chat box. Quand je regarde à vos conclusions, Zoé, j'ai deux questions. La première question serait, quand on parle de croissance verte, ça devrait plus être pour le développement du sud de la Méditerranée. Pour l'Europe, nous ne sommes plus dans la croissance verte, nous sommes dans la transition verte. Mais nous devons, comme tu l'as dit, déconnecter de la croissance. Est-ce que tu es d'accord sur ça? Et deuxième question, dans ce webinaire, nous regardons à l'attractivité, au développement des business, mais quand je regarde à ta présentation, il semblerait que les challenges et le travail des agences est plus endogène que exogène. Et donc, plus s'occuper de son propre pays plutôt que les projets de croissance verte à l'étranger. Oui, c'est exactement le point que je voulais mettre en évidence dans ma conclusion. En Europe, je crois que la croissance, le concept même de la croissance verte est de plus en plus discuté. Il y a beaucoup de promesses, mais on, on comprend qu'on ne peut pas vraiment diminuer notre consommation d'énergie. Et donc, on parle d'alternatives. Il y a eu une discussion de l'Agence européenne de l'environnement
et on parle de décroissance. Et il s'agit donc de nouveaux concepts, de nouvelles idées pour l'Europe et pour les régions en développement. Bien évidemment, dans la Méditerranée, la consommation d'énergie est beaucoup plus faible et donc on ne peut pas demander à ces pays de diminuer leur consommation d'énergie. C'est plutôt le contraire hein, parce qu'ils doivent améliorer, ils doivent accroître leur capacité et leur développement. Donc, oui, en effet, la croissance est encore un moteur pour le pays de la Méditerranée. Il faut se concentrer sur les micro-stratégies économiques. Il faut donc supporter les entreprises, il faut supporter les startups vertes et parce que c'est la stratégie la plus importante. Donc, on a parlé de deux perspectives, exogène et indigène. Donc, est-ce que vous pourriez un peu clarifier cette question? Est-ce qu'il a du sens d'attirer des projets dans l'économie, dans la croissance verte? C'est une stratégie gagnante? Donc, il faudra plutôt se concentrer sur la transition ou plutôt il faudra attirer des autres entreprises. Oui, oui, il faut se concentrer sur attirer pour attirer. Par exemple, récemment, les investisseurs britanniques ont décidé d'investir dans les énergies renouvelables au Maroc et ils veulent développer des collaborations sur ce domaine entre le Maroc et la Royaume-Uni. Donc, c'est absolument une tendance de plus en plus importante. Est-ce qu'il y a des questions pour Zoé? Quelqu'un veut prendre la parole? Personne. D'accord. Merci beaucoup, Zoé. Donc, on passe au prochain rapporteur, Roger Costa. Alors, il faut changer un petit peu l'agenda parce que Christina doit nous laisser un peu à l'avance. Donc, on va donner la parole à Christina. D'abord, Ladies First. Donc, Christina Deligian Dimitrakou, elle est fondatrice de ES Gris. À vous la parole. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Je m'appelle Christina Deligian. Je suis cofondatrice de ES Gris, qui est une newsletter hebdomadaire qui s'occupe d'investissement et elle est globale. C'est une newsletter en anglais. Donc, je vous encourage à vous inscrire à cette newsletter. Je vais vous écrire dans le chat les informations pour s'inscrire. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a une vidéo pour Christina. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous voulez montrer la vidéo que vous avez préparée ou plutôt et après avoir un échange de questions pour vous? Oui, oui. OK, merci beaucoup donc pour le lien à votre site pour la newsletter. Donc, on se retrouve dans quelques minutes après la vidéo. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Christina Deligiane, je suis cofondatrice de ES Gris et je vais vous parler de durabilité d'investissement au niveau global et en Grèce. Donc, quelle est l'urgence globale dans le secteur des investissements de la finance durable? Selon BlackRock et la CNUSED, la croissance de ESG ETF, donc de fonds négociés en bourse selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, sont vraiment en train d'accroître de façon très considérable. Donc, la prévision 2028 de BlackRock est de 400 milliards de dollars. Donc, je vais vous parler de ce type d'investissement et des différences parce que c'est une différence
des différents termes est très importante. Donc, l'investissement durable permet aux investisseurs de faire en sorte qu'ils ne sont pas en train d'investir dans des entreprises avec un impact net négatif, tandis que il y a avec l'intégration ESG, on a la sécurité qu'on a un impact positif. ESG est en train de devenir de plus important, un moteur de plus en plus important. Le Fonds global qui a cette approche du durabilité arrive à peu près 60 trillions de dollars, c'était en 2020, à peu près 50% des fonds totaux globaux de ce type. Dans le passé, on parlait de screening négatif d'investissement, mais aujourd'hui, on voit que l'intégration ESG, donc de ce critère, devient de plus en plus important. La demande de hedge, de fonds spéculatifs avec une approche ESG est énorme. Selon un sondage, 85% des investisseurs internationaux demandent ce type de fonds spéculatifs. 55% continuent à avoir comme objectif des retours alpha et 18% incluent les critères ESG dans leur stratégie et 63% travaillent pour avoir des données qui sont fiables. Donc, la question des données fiables est encore une question cruciale qui est discutée, qui a été discutée pendant pas mal d'années. Donc, quelle est la situation globale et européenne en ce qui concerne ce type de financement et d'investissement? Alors, il y a le soi-disant écart d'investissement ODD. Les ODD seront très importants et donc il faudra de 3,3 jusqu'à 4,3 trillions de dollars. Selon le FMI, il y a 5 priorités. Donc, l'éducation, la sanification, l'électricité, qui vont avoir besoin de 128 milliards de dollars et 2,1 trillions de dollars pour les pays émergents. Alors, en ce qui concerne l'Union européenne, la Commission européenne a annoncé le Fonds pour une transition juste. C'est un instrument, un outil très important qui a comme but celui d'avoir la neutralité climatique et pour faire en sorte que personne ne reste à la traîne, avec des investissements de 150 milliards d'euros entre 2021 et 2027. Le Fonds pour une transition juste donc, aura 40 milliards d'euros qui vont générer au moins 100 milliards d'investissements. Il y a aussi d'autres programmes liés au Fonds pour une transition juste pour des investissements de 30 milliards d'euros, par exemple avec la participation de la Banque européenne d'investissement et avec un soutien du budget européen assez important. Mais ce n'est pas tout. Avec cet outil, la Commission va fournir également une assistance technique aux États membres et aux investisseurs. Donc, quels paramètres sont liés à la durabilité et aux investissements ESG en général? Alors, la déclaration, la divulgation ESG est très importante parce que cela permet de donner assez d'informations aux investisseurs pour identifier quelles sont les entreprises qui ont une performance bonne ou moins bonne. La transparence et la divulgation d'informations est ce que l'on s'attend. Des critères pourraient être les facteurs environnementaux, sociaux, de gouvernance, tels que, par exemple, la pollution occidentale, la gestion des déchets, le travail des enfants, les relations avec les clients, les aires de travail, la sécurité des produits
l'audit des actionnaires et ainsi de suite. J'aimerais maintenant vous donner quelques exemples de financement de ce type, donc durable, qui sont très importants à mon avis dans cette discussion. Par exemple, le groupe Mubadala, un groupe de Abu Dhabi avec leur fonds national, fonds souverain. Donc, ils ont une initiative qui s'appelle One Planet Sovereign Wealth Fund Initiative. Donc, l'objectif de cette initiative est d'allouer, de faire des investissements qui sont durables, donc avec des principes liés aux critères ESG. Et après, il y a le géant dans la vente, Majid Al Futtaim, dans le Moyen-Orient, avec des prêts d'une valeur de 5,5 milliards de dirhams, donc à peu près 1,5 milliard de dollars en août. Le but de ces prêts est de allouer des facilités de crédit renouvelables et en particulier 30% des membres du conseil d'administration sont des femmes. Donc, il y a aussi un cible dans l'égalité de chance. Et après, il y a Munich Re qui a une obligation verte en 2020. L'objectif est celui de renforcer la base de capital dans le but de donner plus de soutien au marché émergent. Donc, c'est une valeur d'un milliard d'euros. Et après, il y a l'entreprise de logistique DP World à Dubaï avec 2 milliards de dollars d'investissement vert. Et c'est quelque chose de très récent et de très important. Et en 2019, DP World a établi un cadre d'investissement durable qui va permettre de fournir, de travailler avec des bons verts et des sous-coups. Donc, quelle est la situation en Grèce? Alors, la finance et l'investissement durable deviennent de plus en plus importants. Et selon Bloomberg Green et d'autres sources, le plan de la Grèce de profiter des fonds européens verts devient de plus en plus important et aussi en considération de la COVID. Donc, il y a ce désir d'accélérer la transition verte. Les entreprises nationales et étrangères, selon les attentes, vont avoir accès à 18 milliards d'euros pour des investissements qui vont des panneaux solaires et d'autres projets dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et ici, vous trouvez quelques exemples d'entreprises publiques, privées et aussi dans le domaine public d'investissement durable et de finances durables. Par exemple, Hellenic Petroleum, qui est le plus grand raffineur en Grèce, qui va construire un parc solaire, 18 en fait, parcs solaires, avec une capacité totale de 204 mégawatts dans la Macédoine de l'Ouest, qui est une région qui normalement dépend beaucoup du charbon. Et après, il y a Terna Energy qui va investir 600 millions d'euros sur un projet à Amphilochia dans la Grèce occidentale. Et après, il y a aussi RWE, qui est une entreprise allemande qui est en train de travailler avec une entité grecque pour produire 2 gigawatts, une puissance de 2 gigawatts. Et après, il y a aussi un plan dans le secteur de l'hydrogène. Mytilénéos également a déclaré qu'ils vont commencer à travailler dans le secteur de l'énergie éolienne offshore. Et la stratégie sera détaillée dans les mois à venir. Il y a aussi d'autres plans en Grèce parce qu'il y a eu vraiment une montée
d'investissement vert dans les petites îles de la Grèce. En particulier, une vingtaine d'îles vont encourager les touristes qui sont très intéressés aux thématiques environnementales et donc ces touristes pourront voyager, visiter des destinations assez isolées. Donc, il s'agit d'îlots qui sont totalement verts. En ce qui concerne le Fonds pour une transition juste en Grèce, on parle d'investissement inclut les ressources privées qui vont être levées, donc vont arriver à plus de 5 milliards d'euros et de ressources européennes et nationales. Et donc, c'est une stratégie pour protéger l'emploi, créer de nouveaux postes de travail et aussi pour accélérer la transition verte, donc pour aussi compenser la perte de postes de travail dans l'industrie du charbon. C'est aussi une façon de renforcer le tissu social du pays. Donc, c'est une stratégie pour développer l'économie verte. Merci beaucoup pour votre attention et j'ai hâte de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre rapport. Vous avez donné beaucoup de chiffres, euros, dollars. Mais donc, il y a des milliards qui sont dédiés aux investissements verts. Si on considère tous les investissements, quel est vraiment le poids de ce type d'investissement? Est-ce que vous savez exactement? Je n'ai pas les chiffres. Je sais qu'il y avait trop de chiffres dans ma présentation, mais c'est simplement pour vous montrer cette transition de la croissance verte à la transition verte. Et également, les EDD sont très générales et sur base volontaire, des pays acceptent de les respecter et de se concentrer dessus. Il y a par contre des critères également nationaux et locaux que tous les investissements devraient respecter. Par exemple, BlackRock a une stratégie ESG implémentée et nous voyons même maintenant, quand on arrivions au fonds de transition, il devrait y avoir un élément de durabilité et de ESG. Donc, certaines régions en Grèce et en Pologne sont invitées à aller vers des options plus vertes. Il faut s'assurer non seulement que les aspects environnementaux soient respectés, mais également l'aspect social. Qu'est-ce qui se passe avec les centaines de milliers de familles qui se retrouveront sans travail? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cela? Il faut faire de l'upskilling, du reskilling pour toutes les personnes qui travaillaient, par exemple, dans l'extraction du charbon. Et avec cette transition vers des investissements basés sur les ESG, toutes ces choses sont prises en considération. Par exemple, est-ce que le comité de directeurs respecte tous les critères, non seulement de l'environnement, mais sociaux et également de gouvernance? Tout cela va changer l'Europe et le monde. Et je voudrais également dire quelque chose qui n'était pas nécessairement dans ma présentation, mais c'est très important dans notre discussion et spécialement pour les pays méditerranéens. Il y a cette grande banque en Grèce qui s'appelle HDBI. C'est la banque de développement et d'investissement qui donne des fonds à des investisseurs d'impact à impact et ils ont également prévu de créer des fonds verts en Grèce. Donc, les investisseurs, même en Grèce, cherchent activement des investissements verts pour investir des entreprises vertes, des technologies vertes et ainsi de suite. Donc, il y a une énorme opportunité dans cette transition pour passer de cette économie verte à une économie qui respecte plus non seulement les critères environnementaux, mais sociaux et de gouvernance également.
tous ces fonds qui sont mis sur le marché pour trouver des solutions plus durables. Mais je n'ai pas les chiffres. Je n'ai pas les chiffres sur le total des investissements parce que, comme nous avons vu, les gouvernements, les entreprises, l'Union européenne cherchent à être plus durables et plus verts par rapport aux investissements. C'est vraiment difficile de d'avoir les chiffres, mais les montants qui sont alloués aux investissements verts, aux investissements durables est très important déjà, très haut déjà, et vous avez montré des chiffres très intéressants. Avant de passer à mon autre question, si quelqu'un d'entre vous veut poser une autre question ou discuter avec Christina, je vous prie de lever la main. On ouvrira votre micro et votre vidéo. Je ne sais pas si Roger Costa ou d'autres panélistes ont des questions parce que Christina, malheureusement, ne pourra pas être avec nous jusqu'à la fin de la session. Ce que je comprends également de votre présentation, Christina, est il y a beaucoup de nouveaux règlements. Il y a une volonté politique qui se traduit dans de nouveaux règlements au niveau national, au niveau local, au niveau international. Vous nous avez montré des exemples très intéressants de cela. Il y a également des nouveaux fonds qui rentrent dans ce secteur. Ma sensation quand je discute avec les banques, les fonds, les gens de la finance est que il y a de l'intérêt dans ce nouveau système de reporting parce que c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire des rapports sur cette transition verte. Et il y a là un risque de perdition. Ils ont besoin de faire des investissements verts et ils ont besoin de faire des rapports, mais les rapports ne peuvent pas toujours être efficaces ou précis. Vous voyez le même risque? Oui, il y a des cas de greenwashing ou de blue washing pour la blue economy. C'est un risque qui a déjà été identifié au niveau global. Et cela dépend de plusieurs facteurs. L'un des plus grands facteurs qui contribue au greenwashing est le fait que nous n'avons pas des données fiables. Ce que nous faisons, c'est que nous regardons des données qui sont rendues publiques sur base volontaire des entreprises. Donc, il n'y a pas un standard commun pour pouvoir mesurer et évaluer les données. Donc, il n'y a pas assez de précision dans les données. Il y a des secteurs différents, des industries différentes qui ont des indicateurs différents. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est avant tout des données fiables de la part des entreprises. Et ensuite, nous devons pouvoir appliquer une mesure commune comme toute forme de comptabilité. Alors, le greenwashing, ça peut arriver. Je n'ai pas des exemples, mais c'est un risque qu'il faut appréhender. Et il y a tellement d'instruments et il y a tellement d'intérêts. L'Union européenne est en train de travailler sur un framework, sur une structure commune pour évaluer tout cela. En Grèce, par exemple, toutes les entreprises publiques doivent présenter des rapports de durabilité ou en tout cas tous les rapports publics qu'ils doivent produire doivent avoir un volet sur l'économie verte. Mais nous devons passer au-delà de ça parce que tout cela est vraiment le minimum syndical, vraiment de base. Nous sommes en train de commencer. Nous avons besoin de trouver des paramètres plus communs pour tous. Autrement, on peut dire que tout le monde essaye de faire de son mieux, mais on n'est pas sûr qu'il fasse tout le nécessaire. On ne peut pas être sûr.
Un exemple pour moi est quand, par exemple, l'Union européenne a investi dans des pays africains. Ils ont investi beaucoup pour les infrastructures routières, la maintenance, mais à l'époque, ils ne savaient pas que les pays qui recevaient le fonds utilisaient des enfants pour les travaux. Voilà la grande contradiction, mais qui vous montre le risque d'investir dans l'économie verte et dans la transition verte, spécialement dans des pays émergents. Il y a des très bonnes intentions, mais parfois il y a des abus. Donc, il faut avoir un maître commun, un système, une structure de mesuration commune pour pouvoir définir tout cela. Nous prenons le point de vue du gouvernement et des agences de promotion de l'investissement, des parties prenantes financières et économiques, et il est vraiment très cher, très coûteux de faire ce genre d'évaluation sur une entreprise et de définir combien une entreprise peut aller vers l'impact que le gouvernement désire. Nous avons un webinaire en décembre sur ce sujet, sur l'évaluation des projets, parce que nous avons développé un système de rating, un système de classification qui ne s'occupe pas seulement de l'environnement ou du volet social, mais permet aux agences qui ne sont pas experts dans l'évaluation de l'impact ou l'évaluation du caractère durable. Et donc, il donne l'opportunité à ces agences d'évaluer les impacts. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou des commentaires de la part de quiconque. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la question du greenwashing. Je voulais Je suis vraiment d'accord avec l'importance sur la différence dans l'impact investing et les investissements durables. C'est vraiment très important. J'ai vu un article qui a été publié il y a quelques mois de la part, pardon, d'un ancien manager de BlackRock. Et il a laissé l'entreprise et il déclare que l'investissement vert ne marchera pas et il dit que nous ne parlons pas de arrêter le changement climatique, nous parlons de vendre des actifs de façon à se protéger quand l'impact négatif arrivera. Donc, la question des données précises est fondamentale, mais je voudrais également dire qu'il y a eu des énormes progrès sur la récolte des données, la collecte des données et leur évaluation. Une façon facile pour avoir des données fiables est regarder à l'empreinte carbone. Il y a quelques jours, il y a eu un exemple très intéressant sur comment les entreprises peuvent s'y prendre. 10 jours, il y a 10 jours, L'Oréal a dit qu'ils étaient arrivés à la neutralité carbone sur leur marché américain. Je pense que le commentaire dont vous parlez de BlackRock est vrai à présent. Si on regarde au secteur financier aujourd'hui, beaucoup de fonds doivent faire du reporting et n'ayant pas un pipeline précis et comme il y a beaucoup de startups qui se créent tous les jours grâce à des initiatives comme The Next Society et d'autres initiatives, il est nécessaire de créer des projets, mais cela est difficile. Merci Zoé d'avoir parlé de la débâcle de BlackRock.
Il y a énormément de managers qui ont laissé BlackRock et qui ont déclaré ensuite que les ESG ne travaillent pas, ne fonctionnent pas vraiment. Donc, il y a un grand débat en ce moment. Est-ce que les ESG dans leur état actuel fonctionnent? Il faut les changer, ils ne fonctionnent pas. Il y a une controverse actuellement quand on parle de fonds durables et de investissement à impact social. Comme je disais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de standard commun, il n'y a pas un maître commun pour mesurer les choses, l'impact. Ils disent que les standards de comptabilité, les normes de comptabilité ont vu le jour parce que après la pression et la crise aux États-Unis, l'économie a chuté et l'Amérique s'est rendu compte qu'il fallait un standard, un maître commun de mesure. Et c'est un peu la même chose qui est en train de se produire et c'est très important parce que on ne peut pas avoir les mêmes normes, les mêmes standards pour l'empreinte carbone, pour le niveau de pollution dans une industrie comme celle de la logistique par rapport à d'autres industries qui ont une empreinte carbone beaucoup plus basse. Donc, il y a des discussions, des débats, des controverses sur comment avancer ou quelle est l'entreprise la plus verte en absolu. Je ne sais pas comment cela va se faire, si la solution viendra des gouvernements qui mettront des règles sur le marché ou si la solution viendra du marché en lui-même, c'est-à-dire les entreprises vont développer des standards communs. En dépit de peu importe comment cela va se produire, mais il est très important que ça se produise, mais je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière. Les ESG avancent très rapidement, cela change la façon dont notre économie fonctionne à tous les niveaux. Donc, je ne pense pas que l'on puisse revenir en arrière. Juste pour finir avec vous, Christina, vous pouvez nous donner quelques exemples d'histoires à succès, de success stories pour ce genre d'investissement. Disons, ça a marché, ça a changé la vie des gens et ainsi de suite. Je n'ai pas un exemple préféré parce que je n'ai jamais pensé à cela, mais je vous donne un exemple d'une entreprise avec laquelle je travaillais et je travaille et qui a un bon impact sur beaucoup de niveaux. C'est une petite start-up à San Francisco qui a créé un système de monitorage qui est vraiment peu cher, un système pour traquer, pour faire le suivi sur des flottes de pêche. Il s'appelle Pelagic Data System. On crée un système qui est vraiment peu cher. Il coûte, il me semble, une centaine de dollars pour chaque installation. Vous pouvez le mettre sur tous les bateaux de pêche d'une flotte de pêche et on peut faire le suivi de la présence et de l'activité des chaluts pour s'assurer que les personnes ne pêchent pas dans des périodes où ils ne devraient pas pêcher ou sur des zones où la pêche est interdite. Mais à part tout le volet environnemental et l'impact qui est tout de même très important. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent en Asie, dans le sud-est, pour démontrer aux pêcheurs et au gouvernement qu'il est possible d'utiliser la ressource marine de façon durable. Et les pêcheurs qui se comportent bien, c'est-à-dire qui respectent les règles, reçoivent un bonus de la part du gouvernement. Il faut savoir que les pêcheurs ne sont pas très bien payés là-bas et dans la plupart du monde. Donc, c'est une entreprise de logiciels qui a créé un instrument qui permet de sauvegarder les ressources marines et également, il fournit à travers cela les moyens
aux pêcheurs de faire leur vie, de recevoir un salaire convenable. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup parce que cela montre qu'il faut partir d'un problème pratique, d'un problème réel. Et je pense que c'est un exemple de bonne gouvernance aussi parce que cela peut être utilisé par les autorités de gestion de la pêche, des unions de pêcheurs, par les pêcheurs eux-mêmes et eux-mêmes. Merci beaucoup, Christina. Merci beaucoup. Et j'espère que l'on pourra continuer la discussion dans le futur et bonne chance avec les médias. J'ai hâte d'avoir un retour et merci beaucoup pour votre invitation. S'il y a des informations que vous aimeriez partager pour notre newsletter, je suis à votre disposition. D'accord. Alors, on passe maintenant au prochain intervenant, Roger Costa de Catalonia Trade and Investment. Roger Costa, vous êtes connecté? Je vous demande, s'il vous plaît, d'allumer la caméra et le micro. Roger, vous êtes là? Il y a peut-être des problèmes de connexion. On n'entend pas l'intervenant pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait, Roger? Peut-être vous pouvez chercher une connexion un peu plus forte. Et entre-temps, on va montrer la vidéo de votre présentation. Donc, le thème de la présentation est l'investissement direct étranger en ce qui concerne la Catalogne. Et après, on revient pour la discussion. Mais on va commencer avec la vidéo de votre présentation. Bonjour à Costa de Catalonia Trade Investment, donc l'agence de la Catalogne responsable de la promotion et de l'assistance des entreprises étrangères qui veulent investir dans notre région et dans notre pays, la Catalogne. Merci beaucoup Anima pour l'invitation. J'ai été invitée pour pour expliquer comment notre agence travaille sur l'économie circulaire dans le cadre de la stratégie d'attraction d'investissements directs étrangers, donc ce que l'on fait pour inviter des entreprises étrangères à œuvrer dans notre région et en particulier en ce qui concerne l'économie circulaire et la durabilité. Donc, je vais essayer. C'est quelque chose d'assez nouveau pour nous, mais je crois qu'on est en train de faire un bon travail. Il y a déjà des initiatives dans notre pays, dans notre région, dans le cadre de ce type de projet. Et je vais donc faire cette présentation et je suis tout à fait disponible à répondre à vos questions. Alors, comment l'agence travaille dans le domaine de l'économie circulaire? Donc, comment interprétons-nous le concept d'économie circulaire et aussi en considération des ODD et de la stratégie de l'Union européenne? Notre stratégie en ce qui concerne les investissements directs et étrangers de l'économie circulaire est la suivante. Donc, l'écosystème en Catalogne offre des opportunités de business pour les fonds d'investissement et les entreprises. Donc, il y a pas mal d'opportunités en Catalogne parce qu'il y a un écosystème incroyable qui a la volonté de coopérer à l'échelon international et global. Il y a aussi des exemples de succès d'entreprises qui ont investi dans notre région après notre invitation. Et d'ailleurs, il y a aussi un événement de ce type dont je vais vous parler plus tard et qui aura lieu en novembre. Donc, je disais que la Catalogne est très intéressée à travailler en faveur des ODD des Nations Unies. À partir de 2015, nous avons commencé ce type de travail. Cela fait à peu près 5 ans. On a aussi
Il y a aussi des indicateurs qui sont publiés chaque année par le gouvernement catalan. Et à travers ces indicateurs, nous essayons d'expliquer et de faire comprendre ce que la Catalogne fait pour atteindre les ODD. Et comme il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours en Catalogne, on a décidé d'utiliser ces indicateurs et c'est une façon donc pour arriver et atteindre les objectifs d'ici 2030. Alors, il y a aussi les fonds de plan de relance européen. Il y a aussi donc les fonds alloués pour la COVID. Tous ces fonds ont l'objectif de accélérer la transition verte et la digitalisation. Et donc, on a commencé à travailler sur des initiatives stratégiques et en particulier, on a développé 5 piliers que l'on considère quand on utilise ces fonds. Alors, un de ces piliers est absolument lié à la transition écologique. Il y a des initiatives concernant le cycle de l'eau, la mobilité future et durable. C'est un des domaines les plus importants pour nous, donc la mobilité électrique, en particulier donc les voitures, les véhicules électriques. Et à l'intérieur de ce pilier, il y a donc, on parle donc de la transition écologique, la transition verte. Il y a pas mal d'initiatives en faveur de la transition énergétique qui est très important dans notre région. Il y a aussi la régénération du système urbain et l'environnement en général. Tous les autres piliers sont d'ailleurs liés aux ODD. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont liées, par exemple, aux sciences de la vie, par exemple, au secteur agricole, à l'alimentation. Et encore une fois, ce sont des opportunités pour accélérer notre action pour atteindre les objectifs. Catalonia Trade and Investment a été fondée depuis à peu près il y a 35 ans et c'est une agence qui offre des solutions aux entreprises étrangères. Et on a déjà 8900 entreprises étrangères en Catalogne. Qu'est-ce que l'on offre? On assiste les entreprises étrangères à travailler dans les meilleures conditions. On les supporte avec l'identification du lieu le plus approprié pour elles. Et je crois que la chose la plus importante pour ce webinaire est que nous travaillons pour créer des réseaux, donc pour le réseautage, pour intégrer ces entreprises dans l'écosystème catalan. Nous voulons attirer des nouveaux acteurs en Catalogne et on veut qu'ils soient en contact avec les acteurs locaux. Donc, on veut que les entreprises étrangères puissent être bien intégrées dans notre région pour la croissance de notre région aussi. Voilà pourquoi nous essayons un peu d'accélérer cette intégration parce qu'on veut que les entreprises étrangères soient partie de notre écosystème. Il y a beaucoup de projets en cours avec des entreprises étrangères. Par exemple, il y a des secteurs qui sont assez traditionnels de notre région, l'automotive, les sciences de la vie, agri-food, la logistique. Et maintenant, j'aimerais me concentrer sur l'attraction d'investissements directs étrangers à l'intérieur et en considération des ODD pour intégrer l'économie circulaire ou en général le concept de circularité, donc pour les lier à nos objectifs KPI et notre stratégie, à nos stratégies plutôt. Donc, la stratégie que nous utilisons pour attirer les investissements directs étrangers sont basés sur certains piliers. Tout d'abord, il faut comprendre que nous sommes uniques. La Catalogne est un lieu particulier qui est unique
Deuxième pilier, nous offrons des opportunités de business parce que sinon, on ne pourrait pas être concurrentiel. Et de façon régulière, nous sommes à la recherche, nous recherchons les meilleures opportunités de business. Donc, on est toujours à la recherche d'opérations de business. Par exemple, il y a des entreprises de sciences de la vie. Nous savons déjà ce qu'on peut leur offrir, hein. Par exemple, on peut leur dire, OK, venez en Catalogne parce que c'est le bon endroit si vous travaillez dans le R&D, dans la logistique, ainsi de suite. Par exemple, maintenant, il y a vraiment beaucoup d'opportunités dans le secteur des batteries des véhicules électriques pour les producteurs de batteries de véhicules électriques. Et donc, on invite les entreprises, surtout les entreprises asiatiques, à venir en Catalogne pour développer leurs usines de ce secteur en Catalogne. Troisième composante de notre stratégie pour attirer les investissements étrangers, directs étrangers, on s'occupe pas vraiment, on raisonne pas vraiment en termes de marché secteur. Ce que nous essayons vraiment de faire de façon très claire, hein, et de comprendre quel est le type d'entreprise, quel est le type de projet sur lequel nous voulons travailler. Donc, par exemple, on est en train de travailler beaucoup sur ces entreprises cibles. On veut des entreprises qui puissent représenter et générer un peu un effet pool, donc attirer d'autres entreprises. On veut les leaders globaux dans les différents secteurs. Voilà notre priorité. Et quatrième composante de notre stratégie, ce sont les outils et les canaux. Je vais vous expliquer un peu plus ce que je veux dire par cela. Nous offrons des opportunités dans toutes les parties de la chaîne de valeur, donc des opportunités aux entreprises dans le moment où les entreprises s'occupent de green tech, décarbonisation, et dans le moment où ces concepts deviennent de plus en plus importants. Donc, par exemple, il y a des industries assez traditionnelles en Catalogne qui ont l'obligation d'intégrer le concept d'économie circulaire. C'est absolument un devoir de d'intégrer les technologies orienté aux solutions vertes. C'est un devoir absolu pardon, d'intégrer ce type de concept. Donc, on est en train d'inviter les entreprises étrangères qui peuvent offrir ce type de solution pour les entreprises locales et traditionnelles. Mais pourquoi nous faisons de cette façon? Parce que nous voulons être à la hauteur des nouvelles tendances et parce que nous croyons qu'il est très important d'offrir des solutions aux entreprises en termes de nouvelles technologies et d'économie circulaire. Et nous croyons qu'il est absolument primordial d'essayer d'orienter notre stratégie IDE sur ce type de projet nouveau donc, qui se lie à l'économie circulaire. Nous sommes également très alignés avec le plan de relance européen, le pacte vert européen, pardon, et nous avons donc presque l'obligation d'être partie de ce jeu, de participer donc à ce projet. Et comment? Nous avons des cibles très concrètes. Nous avons une méthodologie très orientée aux résultats. Nous avons des KPI qui doivent être à la hauteur des attentes de notre gouvernement et de nos citoyens. Et donc, chaque année, nous offrons des résultats qui sont très concrets, qui doivent être alignés à notre stratégie, à notre travail dans le domaine des investissements directs étrangers. Nous devons, par exemple, aussi
faire en sorte que de nouveaux postes de travail sont créés en Catalogne. Et donc, nous sommes une agence qui est très orientée aux résultats et on le fait tout en gardant en considération nos KPI et nos objectifs en termes d'économie circulaire. Alors, quels sont les outils, les canaux que nous utilisons? Nous avons des informations sur le marché qui expliquent aussi l'écosystème et les opportunités de business dans les différents domaines. Nous avons un document important qui s'appelle Opportunités dans l'économie circulaire en Catalogne. Et on a également un catalogue interactif de plus d'une centaine de startups catalanes qui offrent des solutions technologiques et dans le domaine de l'économie circulaire. Et on a également des incitations, des fonds qui sont alloués en faveur des initiatives d'économie circulaire. Pendant les 3 dernières années, nous avons investi dans 4 projets liés à l'économie circulaire qui ont engendré un impact sur l'investissement avec plus de 31 millions d'euros, un impact en termes de à peu près 100 postes de travail qui ont été créés et nous avons alloué des fonds pour à peu près à hauteur de 700 millions d'euros. Et en plus, on a également un projet de promotion IDE, un plan stratégique, mais je vais me concentrer seulement sur 2 de ce projet qui sont liés aux objectifs liés à l'économie circulaire. Alors, en premier plan, donc l'usine de production de batteries de véhicules électriques, parce que nous donnons beaucoup d'importance à la mobilité électrique, aux véhicules électriques. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler beaucoup pour essayer d'attirer les entreprises qui s'occupent de ce domaine en Catalogne. Et après, il y a un autre domaine très important. Donc, nous aimerions attirer un producteur de produits d'aliments basés sur des protéines végétales, donc protéines de la viande végétale dans le secteur donc de agri-food. Il y a beaucoup d'entreprises en Catalogne qui œuvrent dans ce secteur. Il y a aussi des projets liés à l'économie circulaire dans ce domaine, par exemple avec la Danone, avec un projet qui s'appelle Renova. C'est une initiative pour la collecte du conditionnement, du packaging dans le secteur de la restauration. Et après, il y a DS Smith avec le but d'ici 2030, à savoir, ils veulent trouver une alternative au plastique jetable pour tous les packaging qu'ils produisent. Et après, Enerken de Canada avec Suez de la France, l'objectif est de réaliser une usine à Tarragone pour la reconversion de déchets solides urbains et donc les transformer en déchets végétaux, en carburants végétaux. Et après, il y a aussi une organisation sans but lucratif, Plastic Oceans, qui a décidé donc d'ouvrir son siège le premier en Europe du Sud à Barcelone. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en Catalogne et d'autres choses qui sont en train de se programmer pour dans les années futures. J'ai hâte de répondre à vos questions, mais je vais encore ajouter une autre chose que j'ai un peu mentionnée au début. Il y aura un grand événement sur l'économie circulaire du 15 au 18 novembre. Donc, cela sera la Circular Economic Hotspot Catalogne. L'enregistrement sera ouvert à partir de septembre. Et donc, si vous avez des questions concernant cet événement,
je suis à votre disposition. Il y aura des intervenants de leaders dans les domaines de l'économie circulaire. On va se concentrer sur 9 secteurs économiques: agri-food, la mode et le textile, l'énergie, du bâtiment, packaging, l'initiative publique, le secteur chimique, la mobilité et le cycle hydrique, le cycle de l'eau. Donc, je crois que c'est tout de mon côté. J'espère que j'ai pu vous transmettre, j'ai réussi à vous transmettre des informations utiles pour vous. Et encore une fois, je suis Roger Costa de Catalonia Trade and Investment et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roger. Donc, vous êtes avec nous, Roger. Enfin, je suis tellement content et je suis désolé pour les problèmes de connexion. Je vois que vous avez des collègues de Catalogne. Il me semble que Media Revolve soit là avec Martha. Et il représente cette économie circulaire et ces dynamiques dont vous avez parlé pendant votre présentation. Y a-t-il des questions pour Roger? S'il y en a, je vous prie d'ouvrir votre micro, vidéo, si vous voulez. J'ai entre-temps une question pour vous. Donc, vous générez des opportunités de business à Atio, mais comment vous travaillez sur cela? Y a-t-il un système de suivi sur l'économie du secteur ou comment êtes-vous organisé pour cela? Non, il s'agit. Nous avons un département de business intelligence qui s'occupe de comprendre précisément ce qui se passe en Catalogne, quelles sont les tendances, quelles sont les entreprises qui sont engagées et qu'est-ce qu'ils font les entreprises par rapport aux ODD et ainsi de suite. Et en même temps, nous essayons de comprendre quels sont les besoins des entreprises nationales et internationales, qu'est-ce que ces entreprises recherchent. Et donc, notre département est en charge de promouvoir l'investissement. Ce que nous essayons de faire, c'est de mélanger toute cette information. Donc, qu'est-ce qui se passe en Catalogne, quels sont les nouveaux secteurs et les nouvelles tendances et ce dont les entreprises ont besoin. Nous mettons tout cela ensemble et nous essayons de faciliter les entreprises à investir en Catalogne. Cela veut dire faciliter également les grandes multinationales, mais également les petites startups. Nous les invitons à profiter des opportunités dans notre pays. Pardon. Vous avez dit que vous essayez de faire arriver de nouvelles technologies, d'intéresser les startups. Quel est votre ressenti sur les entreprises catalanes que vous créez? Vous parlez évidemment de l'économie circulaire qui est partenariats locaux. Donc, comment opérez-vous cette ingénierie ou ces collaborations entre le nouveau marché, le nouveau commerce et la scène locale et le volet environnementaux et durable? Y a-t-il une coopération, un échange? Oui, notre objectif principal et le driver spécifique est de créer un impact social dans notre pays et dans notre région. Cela veut dire croissance durable, cela veut dire impact social et création d'emplois. Et ce que nous essayons toujours de faire, c'est de lier les entreprises externes avec l'écosystème local
de façon à améliorer notre région en termes de présence, en termes de possibilités, en termes de création d'emplois. Voilà pourquoi nous donnons priorité, par exemple, à tout ce projet qui vient d'entreprises internationales et qui génère un effet pool dans notre région. Et comment nous faisons cela? Nous avons des programmes et des outils, mais par exemple, nous promouvons la transition le transfert technologique entre les entreprises locales et les entreprises internationales. Nous sommes parmi les régions qui utilisent le plus les fonds pour la recherche et développement. Nous avons différentes manières de faire, mais ce que nous essayons toujours de faire, c'est de générer ce lien entre les entreprises et l'écosystème local. Cela est fait de la part de votre agence, ce travail? Absolument. Notre personnel, les différents départements de notre agence travaillent la main dans la main avec un réseau très complet de partenaires externes du secteur public et privé. Peut-être que j'en ai pas parlé, vous avez parlé de chiffres très importants dans votre présentation. De quoi il s'agit? Ah, je suis désolé, la connexion de Monsieur Costa. Peut-être ce n'est pas, c'est un programme spécifique que nous avons où nous essayons de incentiver des projets à grand impact pour notre région. Et si nous analysons ce que ce programme fait, c'est un programme de subventions et c'est des subventions directes ou des solutions financières pour la création d'emplois et d'investissements pour les entreprises externes. Et donc nous analysons combien de ce projet dans les derniers 3 ans ont eu un impact direct dans l'économie circulaire, nous pouvons considérer que nous avons 4 exemples importants, des projets importants, avec un grand impact en termes de projets importants en termes de non seulement d'investissement, mais de création d'emplois également, mais seulement sur ce programme spécifique. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur la présentation de Roger? Quelqu'un? OK. Dans ce cas, merci beaucoup, Roger. Si vous pouvez peut-être mettre votre adresse mail dans le chat de façon à ce que qui souhaite continuer la conversation avec vous puisse le faire. Nous avons maintenant la présentation de Ahmed Zoher, mais Ahmed n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement. Il arrivera peut-être à se connecter plus tard. Nous avons par contre Monsieur Mohamed Hassan, représentant de la GAFI en Égypte. Je ne sais pas si Mohamed veut dire bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous accueillir et de nous faire prendre partie à ce projet. Je pense que c'est très intéressant et c'est très important d'avoir l'attention des autres régions méditerranéennes sur notre région. Je suis vraiment désolé qu'Ahmed ne puisse pas être avec nous aujourd'hui. Il a d'autres réunions. Donc, vous avez ses excuses également. Et si vous avez des questions après sa présentation, on lui transmettra pour parler de ce projet. Nous avons beaucoup de participants aujourd'hui, donc un panel très intéressant.
On pourrait peut-être commencer avec la présentation d'Ahmed et après voir pour les questions. S'il y a des questions, on les transmettra à vous. With the answer later, but maybe some of them you will be able to answer them. So let's look at that's the interest of shooting video before the event. Ahmed Zoher left us the video with his speech, so we can show the Gafi experience of attracting green, of developing the green economy and green growth in Egypt. So let's look at Ahmed Zoher presentation. Bonjour à tous, je suis content et honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je suis directeur de l'investissement étranger pour la GAFI en Égypte. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un sujet qui a de grande importance et grand intérêt pour beaucoup de personnes dans le monde, qui est donc l'économie et l'investissement verte. L'économie globale s'est transformée de façon importante pendant la pandémie de la COVID et cela continuera évidemment et portera peut-être à une refonte, une reformation du système économique mondial. Beaucoup de secteurs sont devenus des secteurs prioritaires, comme par exemple la santé, les services à distance, les paiements à distance, l'éducation, la formation et ainsi de suite. Et nous avons fait une analyse détaillée de ce secteur et nous avons vu que la plupart de ces secteurs sont alignés avec les initiatives portées par les ODD. Voilà pourquoi le gouvernement égyptien a fait grande attention, a prêté grande attention à ce économie. Nous voulons porter l'économie verte pour augmenter, pour développer notre pays et continuer de fournir les ressources à notre pays. En Égypte, les initiatives de croissance verte deviennent un indicateur clé de la reprise économique. Et l'approche doit créer un environnement moins pollué et assurer une économie résiliente et durable. Cela s'accompagne évidemment au développement durable, à la création de postes de travail et nous travaillons notamment sur les prix de l'énergie, comme par exemple les prix du pétrole et spécialement sur les nouvelles technologies comme la mobilité électrique et mixte. Nous voulons réaliser la vision de l'Égypte à 2030. L'objectif final de cette initiative, c'est de doubler l'investissement vert pour qu'il arrive à 30% en 2021-2022 et 50% dans les 3 prochaines années de 2024-2025. Il faut noter que le plan d'investissement se distingue par une grande attention à l'environnement et le développement durable. Nous avons récemment également approuvé des standards pour appuyer cette initiative. Donc, je voudrais profiter de cette opportunité pour vous montrer certains des composants de cette initiative. La première sont les panneaux solaires. L'Égypte va créer le parc solaire le plus grand du monde grâce à l'aide et à l'investissement du secteur privé et public. Qui va donc créer le plus grand parc solaire avec 6 millions d'hectares, 36 000 km². Plus de 40 entreprises ont travaillé sur ce projet et nous allons générer à terme 1,5 gigawatts d'énergie. Cela nous permettra d'atteindre nos objectifs tout en opérant un changement important dans le pays. Le gouvernement a pris en charge quasiment tous les centrales électriques du pays et jusqu'à récemment, le gouvernement dépensait plus en production d'énergie que, par exemple, en formation.
Donc, nous voulons aller vers une stratégie durable et montrer l'engagement du gouvernement dans ce sens. Une autre composante une autre composante est une mobilité plus verte, est un transport plus vert. Dans tout le monde, les émissions en carbone augmentent plus dans le secteur de la logistique que dans tous les autres secteurs. Le système actuel, c'est un système qui crée beaucoup de pollution et beaucoup de gaz à effet de serre, dégradation environnementale et a beaucoup d'implications néfastes. Aller vers un averdissement de ce secteur est une solution. Voilà pourquoi le gouvernement égyptien a travaillé sur beaucoup d'initiatives dans ce sens. Donc, je voudrais vous montrer certaines des initiatives que nous avons implémentées pour mettre plus au vert la logistique de notre pays. Nous avons un plan pour la conversion des moteurs techniques des camions dans la logistique en moteurs qui peuvent utiliser essence et gaz naturel en même temps. Nous avons également travaillé sur des nouvelles voitures qui travaillent au gaz de ville, au gaz naturel. Et cela s'appliquera aux voitures dans les années suivantes. Une autre composante de cette stratégie est de remplacer le transport public de façon graduelle de thermique à électrique dans les années à venir. Nous avons environ 300 bus électriques qui opèrent dans notre rue actuellement et nous attendons à arriver à 800 en total, donc 500 bus de plus dans les prochaines années. Ces initiatives reflètent l'ambition du gouvernement à transformer notre économie en économie verte. Une autre composante de l'initiative, une autre initiative qui a déjà été introduite par le gouvernement, c'est les green bonds, les bons verts. Pour une valeur de 750 millions de dollars et qui seront utilisés pour les prochains projets environnementaux. Donc, nous voulons aller vers une reprise après la COVID, mais une reprise qui soit verte à travers tout le Moyen-Orient. Enfin, la transition globale pour une économie à bas production de carbone est en cours en Égypte. Les entreprises et leurs investisseurs travaillent de façon acharnée. Nous avons des opportunités d'investissement à basse production de carbone. Cela a besoin de l'opérabilité et l'utilisabilité d'informations sur le climat. Le gouvernement doit appliquer de nouveaux règlements pour la défense de l'environnement. Donc, le gouvernement devrait être à l'avant-garde là-dessus. J'espère que cela vous donnera une idée de ce que nous sommes en train de faire et ce que le gouvernement égyptien est en train de faire pour transformer l'économie de notre pays. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite tout le mieux. Merci beaucoup. Merci. Mohamed, êtes-vous avec nous? Mohamed Hassan. J'ai une question. C'est très impressionnant dans la présentation de voir les dynamiques et la volonté politique de l'Égypte parce que je comprends que le parc solaire, le transport vert, les nouveaux règlements sont
montre en tout cas une très forte volonté politique. Est-il fait à travers le financement public? Je comprends qu'il y a des bons verts, évidemment. Y a-t-il une participation, une association avec le secteur privé jusque-là, ou c'est plutôt le gouvernement qui paye cette transition vers l'économie verte? Oui, en effet, Emmanuel, on a pu intéresser des investissements dans ce secteur. L'une des parties prenantes la plus importante dans ce projet est la collaboration au niveau international. Je pense que d'ailleurs le secteur privé est en train de devenir leader dans cette transition et cette transformation vers l'économie verte. Foreign operators or national operators that are involved in this project? Il y a également des acteurs publics. Oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des questions ou quelqu'un aimerait faire des remarques. Je m'excuse, Emmanuel. J'aimerais bien rester avec vous, mais mon collègue va pouvoir répondre à votre question parce que je dois vous laisser. Je m'excuse, la discussion est vraiment très intéressante, mais je dois vous quitter. En tout cas, j'aimerais redire que nous avons commencé une initiative verte. Nous avons lancé donc une initiative verte donc c'est le programme vert avec le soutien du gouvernement. J'aimerais bien continuer à discuter de ce thème. Et j'espère que l'on aura d'autres occasions pour en discuter. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup pour votre participation et pour avoir répondu à ces questions, même si ce n'était pas votre présentation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un des collègues du projet Green Growth. Merci. Peut-être vous voulez prendre la parole. Merci beaucoup d'ailleurs d'être resté avec nous jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Emmanuel. Mercès, c'est Mercès. Je m'excuse, je n'ai pas une très bonne connexion, donc j'ai perdu quelques parties, mais merci beaucoup d'avoir partagé les expériences. On a entendu parler de l'expérience dans les différents pays, de différentes stratégies dans le domaine des investissements verts. C'est un thème qui mérite d'être discuté encore plus en profondeur. Et donc, c'est très bien d'avoir insisté sur ce thème. Et je souhaite à tous un bon investissement dans ce secteur. Merci beaucoup, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui aimeraient intervenir. Ioannis, je vois Natalia. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole avant les conclusions, j'en serais ravie.
Je sais que vous pensez que c'est un piège, mais j'aimerais vous donner la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, oui, j'aimerais juste dire que votre initiative est vraiment très intéressante, comme celle de Christina Mega, l'usine Mega. Et en effet, on est en train de faire une transition vers l'économie verte. Justement, je suis sûre que l'on aura l'opportunité d'être en contact lors de nouvelles initiatives. D'ailleurs, félicitations à vous tous pour cette discussion très enrichissante. Merci beaucoup pour votre soutien. Et alors, je crois que c'est mon tour. C'est à moi de vous remercier. En fait, ce n'est pas très simple de faire une conclusion parce que on est un peu au début du chemin. On a dit qu'il faut développer des critères, des outils très tangibles, très concrets. Quand on parle d'économie verte, de croissance verte, on parle d'impact très positif sur, en considération de nos objectifs. C'est un nouveau domaine, c'est une domaine nouvelle, mais il y a la volonté politique, il y a aussi les ressources, même si on ne parle pas d'un pourcentage énorme, mais il y a quand même beaucoup d'argent, beaucoup de ressources qui sont allouées pour la croissance verte. Donc maintenant, c'est à nous, acteurs dans notre secteur, de développer des projets pour créer donc des projets qui peuvent utiliser ces ressources. Par exemple, on a entendu l'expérience de l'Égypte, de la Catalogne. Donc, c'est l'État plutôt qui appelle, qui demande aux entreprises de générer des initiatives et de promouvoir des initiatives pour attirer les acteurs, hein, pour développer des projets et collaborer à cette transition. Donc, pour la transition verte et pour changer le tissu social. Donc, merci beaucoup également à Zoé et à Roger et à Christina et à Ahmed pour avoir partagé votre expérience avec nous. Dans 2 mois, on aura un webinaire spécifique sur l'évaluation de l'impact de ces projets. Et donc, vous aurez plus d'informations concernant la date. Toutes les présentations seront disponibles sur notre canal YouTube et sur notre site. Donc, il y aura encore une autre rencontre le 28 octobre. Les opportunités d'investissement liées à la crise COVID, attirer de nouveaux projets et protéger son économie de la prédation. Donc, il y a 2 tendances parce qu'on sait que la COVID a fait en sorte que certaines entreprises se déménageaient, donc laisser la Méditerranée, mais pour d'autres pays, la COVID a été un problème pour pas mal d'entreprises. Et donc, il y a eu vraiment ces prédateurs. Il y a ce problème de prédateurs. C'est ce que l'OCDE a également dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire hein, pour se protéger de ce phénomène de la prédation? On va discuter de ces 2 phénomènes avec des représentants de l'OCDE, des experts, des représentants des pays du sud de la Méditerranée. Donc, encore une fois, je vous invite à ce webinaire le 28 octobre. Et après, en décembre, il y aura un atelier digital d'une demi-journée sur l'impact des investissements. Donc, évaluation et pilotage des impacts des entreprises sur les territoires.
On parlera donc d'un outil très facile à utiliser. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour avoir participé à cette rencontre. Je crois que je n'ai rien oublié. Merci beaucoup et bonne continuation. Et on se retrouvera au prochain webinaire. Merci encore à Roger, Zoé. Merci beaucoup à Ahmed et Christina. Merci beaucoup aux intervenants et à vous tous. Merci. Au revoir.